je vais laisser la parole à Victoria qui veut nous introduire le dernier panel, qui s'intitule Surveiller les tendances, connaître connaître ses besoins et connaître ses moyens. Je passe la parole à Victoria. Donc, effectivement, mon nom est Victoria Frochis. Donc, Myriam, tu as bien dit mon nom de famille. Un point pour toi. C'est ça. Moi, je suis la maman d'un petit garçon qui a maintenant 7 mois qui s'appelle Albert. Je suis dans sa chambre présentement. Il n'est pas là, mais je suis confortablement assise dans la chaise berçante et je peux être éloignée de mes chiens au cas où ils jappent. Donc, c'est le meilleur endroit pour vous parler. Moi, je fais partie de ces gens qui n'ont toujours pas de garderie et dont la solution va être d'envoyer le petit à temps partiel chez ma belle-mère qui habite heureusement à proximité de la maison. Mais c'est encore indéterminé à l'heure actuelle si mon travail accepte de me reprendre à temps partiel. Donc, c'est très... c'est en stand-by, comme on dit, et probablement que mon mari va devoir compenser financièrement, ce qui ne fait pas mon bonheur. Donc, je vais y aller avec la présentation, la première présentation. Donc, j'espère moi-même bien prononcer son nom de famille. Donc, je crois que je vous présente Marianne Kempeners, si je le prononce bien. Donc, elle est professeure au département de sociologie à l'Université de Montréal et membre du partenariat de recherche Famille en mouvance qui a été constitué en 1993 et qui est financé par le Fonds de recherche du Québec, Société et Culture. Je vous sors l'acronyme. Donc, Famille en mouvance, c'est un partenariat de recherche sociale à vocation multidisciplinaire et multisectorielle, et ça permet un transfert multidirectionnel des connaissances qui favorise une action collective et pertinente auprès des familles. Donc, je vous cède la parole. Bon. Alors, je vais placer un PowerPoint. Est-ce que vous le voyez? Non, on le voit pas. Est-ce que vous voulez que je le mette puis change les... Oui, peut-être, oui, c'est ça, parce que là, il a disparu. Là. Non, je peux le retrouver aussi. Hein, dans les... Bon, c'est ça. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez encore la force d'écouter deux présentations à cette heure-là, avec cette chaleur. Tout d'abord, moi aussi, je salue l'initiative du mouvement et pour l'initiative et pour la conception de la programmation que je trouve tellement solide et instructive à tout point de vue. Moi, j'avais un mandat, en fait, on ne m'a pas laissé beaucoup de choix. On m'a dit, il faudrait que vous parliez des données. Bon, dans un premier temps, j'ai un peu paniqué parce que j'en trouvais pas beaucoup, mais vous allez comprendre pourquoi. Mais du coup, je vais parler plus sur l'absence de données que sur les données comme telles. Alors, le plan de la présentation, c'est la suivante. Est-ce que c'est moi qui peux la faire tourner, non? Voilà. J'attirais l'attention sur un paradoxe que je trouve étonnant. Je vous laisse la surprise. J'en viendrai aux estimations statistiques du ministère de la Famille, les fameux chiffres qui circulent, ce que disent les statistiques, les estimations et ce qu'elles laissent dans l'ombre. Ensuite, j'aborderai justement la question des données dont se prive le ministère et dont il aurait pourtant bien besoin. Et pour terminer, des pistes de réflexion et de revendication pour alimenter donc, la porte-parole du mouvement auprès du Premier ministre, puisque c'est là qu'il faut aller apparemment. Alors, diapo suivante. Alors, pour orienter une politique, ça prend des faits et des données, et c'est une réalité dont on a eu l'occasion de prendre la mesure en 2011, lorsque le gouvernement Harper a décidé de mettre fin à l'obligation de remplir le questionnaire détaillé du recensement canadien. À l'époque, vous vous souvenez, nombre de voix se sont élevées dans les milieux de recherche en particulier pour contester cette décision, y voyant le début d'une ère d'obscurantisme et un déni des principes démocratiques les plus élémentaires.
en fait, s'il ne connaît pas les faits réels, s'il les occulte, le gouvernement a beau jeu de faire ce que bon lui semble. C'est ce qu'on reprochait à Stephen Harper à l'époque. Et donc, mon propos aujourd'hui, c'est de militer pour une production plus consistante de données et un accès à ces données largement partagées. Concernant les services de garde éducatifs à l'enfance, on est devant un paradoxe étonnant. On l'a vu au cours de la journée aujourd'hui, on a d'une part une profusion de données et d'analyses qui attestent des effets bénéfiques de l'existence de tels services pour les familles, pour les femmes en particulier, pour les enfants eux-mêmes, surtout ceux issus de milieux défavorisés ou ayant des besoins particuliers, effets bénéfiques aussi pour le marché de l'emploi, pour l'économie en général. Et à côté de ça, paradoxalement, on est face à un grand flou en matière de données concernant le fonctionnement du système lui-même. Le ministère de la Famille semble régner en maître sur les données administratives qu'il détient et qui servent de base à ses estimations statistiques. Ça, c'est pour les données qu'il détient, mais il y a aussi et surtout les données dont il ne dispose pas et dont il aurait bien besoin pour documenter la situation et orienter ses politiques en connaissance de cause. Alors, l'absence de... Donc, concernant, sur la diapo qu'on a sous les yeux, le flou des données, ça concerne surtout les estimations statistiques que j'appelle nébuleuses, et là où il y a absence de données récurrentes, je veux dire, il y en a eu, et il y en a une initiative en place pour l'instant, mais là où il y a absence de données récurrentes, ça concerne l'accessibilité des services, leur qualité et le vécu et les conditions de travail des éducatrices. Alors, on peut passer à la suivante. Alors, concernant les statistiques, les données dont dispose le ministère, sur lesquelles il base ses estimations statistiques, on les trouve au lien que j'ai indiqué ici, qui s'appelle l'estimation statistique de l'offre et de la demande de places de services de garde éducatif à l'enfance. Et dans ce document-là, ils ont ce qu'ils appellent un tableau de bord qui est censé répondre à toutes les questions. Alors, diapo suivante. Dans le fameux tableau de bord, que voit-on? Que la méthode de calcul pour l'estimation des places est une méthode de calcul. Oh, excusez-moi, désolée Marianne, je vous ai mis sur muet en voulant muter quelqu'un d'autre. C'est comme une forme zoomesque de couper la parole. Non, c'est bon. Donc, quand on va dans le fameux tableau de bord là, qui est censé nous éclairer, il nous éclaire, certes, mais il nous éclaire justement sur le caractère sommaire de la méthode de calcul. Alors, par exemple, j'ai un exemple ici, pour évaluer l'offre de place en 2023, c'est l'offre actuellement en 2020, plus ce qu'ils appellent les places en réalisation, donc en projet. Bon, là, on suppose que ces réalisations vont être actives en 23, mais là, reste à voir. Et pour ce qui est de calculer la demande, une seule variable est prise en compte, c'est la variation démographique, donc la hausse des naissances entre 2020 et 2023. Et c'est ça qui va être la demande évaluée pour 2023. Et c'est là-dessus, donc, à partir de ça, qu'est évalué le manque de places projetées. Alors, par exemple, les fameuses 51 000 places, on va revenir là aussi sur ce chiffre, c'est l'offre de 2023 moins la demande de 2023, c'est le solde, c'est le solde donc, de places manquantes en 2023. Alors, c'est une méthode de calcul extrêmement sommaire, je vais dire, et en plus, non seulement sommaire, mais si on s'en tient au rapport de la vérificatrice générale, le fameux rapport que vous connaissez toutes, évidemment, c'est non seulement sommaire, mais en plus, on appelle ces estimations
estimation des besoins imprécise et incomplète. Et alors, la vérificatrice générale a pris comme exemple la prise en compte des territoires, parce que les calculs sont faits par territoire, en disant cet outil se base sur des territoires trop vastes qui ne représentent pas les réalités locales. En effet, ces territoires peuvent comprendre plusieurs municipalités et arrondissements qui ont des réalités bien différentes. Apparemment, une estimation est toujours en attente par le ministère depuis 2015. Et la vérificatrice a fait faire apparemment des simulations. Nous avons effectué une simulation de l'offre et de la demande en nous basant sur les paramètres du ministère, mais en utilisant de plus petits territoires. Au 28 novembre 2019, les résultats démontraient que plus de 50% des 110 territoires jugés en équilibre ou en surplus de place, selon la dernière évaluation, présentaient un déficit dans au moins une municipalité ou un arrondissement. Donc, ce n'est pas seulement que c'est sommaire, c'est imprécis et incomplet. Alors, diapo suivante. Alors, donc, méthode sommaire et imprécise, mais il y a en plus des paramètres à questionner dans la manipulation de ces estimations. Donc, comme je le disais, seule la variation démographique est considérée dans la projection. Le calcul de la demande réfère aux demandes qui sont adressées au guichet unique, la place 05, à savoir qu'il prend en compte le nombre de places demandées pour les enfants qui sont nés. Donc, vous pouvez pas, ils ne prennent pas en compte, si vous y prenez d'avance, vous êtes trop prévoyante avant la naissance. Et de plus, ça ne prend en compte que les parents qui n'occupent pas déjà une place en service de garde éducatif. Si on en croit le ministre, interrogé récemment suite au scandale de la fuite des renseignements personnels qui a agité il y a 2 semaines, qui a agité tout le monde, vous vous souvenez, vous avez vu que dans le cadre de ce scandale de fuite de données, il y a eu une capture d'écran qui a révélé que, dans le fond, le nombre de places manquantes n'était pas 51 000, mais bien 86 948. Et le ministre a répondu que non, le 86 000, c'est parce que ça, c'est des données brutes, mais quand on restreint aux enfants qui sont nés et à ceux qui occupent, et qu'on enlève ceux qui ne sont pas nés, et qu'on enlève ceux qui ont déjà une place, on revient à 51 000. Mais alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça recouvre, les 36 000 places fantômes? Parce qu'il a quand même bien fallu qu'il y ait 36 000 personnes qui ont fait une demande là. OK, on enlève peut-être ceux qui ne sont pas nés, mais c'est un peu là-dessus que je vais réfléchir dans les prochaines diapos. Donc, les données dont se prive le ministère, dont il aurait bien besoin, donc ça concerne les trois thèmes annoncés, l'accessibilité, qualité, vécu, conditions de travail des éducatrices, dont on ne parle que de ça depuis le début de la journée. Alors, la diapo suivante. Alors, sur l'accessibilité des services, comme l'a fait remarquer ce matin Evelyne Couturier, le ministère prend pour acquis qu'une place égale une réponse aux besoins du parent. C'est une logique comptable. Une place égale répond à besoin. Or, les besoins des parents varient selon les milieux sociaux, selon le type d'emploi occupé par les parents, selon l'âge de l'enfant. Combien de temps les parents attendent-ils? Combien se découragent? Combien acceptent par défaut un arrangement qui ne leur convient pas? Et du coup, un parent qui accepte par défaut un arrangement qui ne lui convient pas, il sort de la statistique des demandes, puisque, comme dit le ministre, on a nettoyé la base là, pour ramener à 51 000, donc on n'en parle plus. Et donc, il apparaît absolument primordial de documenter les besoins des parents, comme cela a été fait par l'Institut de la statistique du Québec en 1998, 2000, 2001, 2004 et 2009. L'enquête de 2009 était très instructive de ce point de vue-là, très exhaustive. C'est un large
un large échantillon représentatif des enfants 0-5 ans à travers toute la province, vraiment très, très grand, qui explorait la satisfaction des parents à l'égard de nombreux aspects du mode de garde utilisé régulièrement, les préférences des parents, pourquoi ils choisissent tel type de garderie, quelles sont les situations imprévues qui peuvent désorganiser la garde des enfants, etc., etc. Alors, j'ai retenu dans ce document de 2009, à titre d'exemple, des constats qui auraient mérité qu'on les suive à travers le temps de façon un peu régulière. Alors, donc en 2009, ça disait 9 000 enfants fréquentaient un service de garde non subventionné du réseau dont les parents désiraient obtenir une place dans un service de garde subventionné. L'accès au service de garde du réseau peut s'avérer encore plus difficile pour les parents ayant un horaire de travail atypique. La majorité des parents en attente d'une place subventionnée se voient obligés de payer un prix plus élevé pour obtenir, dans certains cas, une place dans un service de garde non subventionné ayant un ratio d'éducatrices et d'éducateurs qualifiés moins élevé. Il y avait un chiffre, où est-ce qu'il est? En tout cas, j'avais en tête 47% en tout cas de personnes qui étaient là vraiment par défaut, en attendant mieux. Donc ça vient vraiment poser la question de l'estimation des besoins en termes de place. Ce n'est pas parce qu'un parent a pris une place que ça correspond à ses besoins. Alors, au moins, bonne nouvelle, l'Institut de la statistique du Québec annonce enfin une réédition de cette enquête, mais là, depuis 2009, il n'y a rien eu. Attendez, j'ai retrouvé ici. Oui, je reviens, dans l'enquête de 2009, il y avait aussi une donnée que je vais mentionner suite à la présentation précédente, qui illustrait la vraiment moindre utilisation des services chez les familles immigrantes, les familles défavorisées, à faible revenu, peu scolarisées, etc. Et qui montrait bien qui notait une augmentation de l'utilisation de la garde à mesure que le niveau de scolarité s'élève. Et un autre constat, les familles dont le revenu annuel est inférieur à 30 000 $, on est en 2009, utilisent les services de garde à contribution réduite dans une proportion moindre que les familles dont le revenu excède 60 000 $. Donc l'objectif de familles défavorisées, déjà à l'époque, et voilà, je retrouve mon 47%. Concernant les souhaits de changement de mode de garde, pour près de la moitié des enfants, 47%, les parents déclarent qu'ils changeraient de mode de garde pour une place à contribution réduite si une telle place était disponible sur une base régulière durant l'année suivante. Donc, et déjà à l'époque, le CPE à 7 $, à l'époque c'était 7 $, constitue le mode préféré par la majorité des familles, etc. etc. Alors, ces constats de l'enquête de 2009 recoupent étroitement ceux établis par la vérificatrice générale, toujours dans le même rapport dont j'ai parlé. Le fameux rapport de la vérificatrice, il est vraiment intéressant et entre autres choses, il rappelle les dispositions de la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, parmi lesquelles celles qui concernent l'obligation de garantir l'égalité des chances, hein, puis là on était loin du compte en tout cas en 2009, et par ailleurs, cette loi précise l'importance de tenir compte des besoins des parents, notamment en facilitant la conciliation de leurs responsabilités parentales, ainsi que leur droit de choisir le prestataire de services de garde. Alors avec le système actuel, avec cette histoire de guichet, une fois qu'on a pris même quelque chose par défaut, on sort de la statistique et on est piégé là. Donc, et voilà. Alors, donc, comme je disais, l'enquête a été relancée heureusement en 2021. Les résultats vont sortir en 2022. Je pense que Nathalie Bigran en a parlé tout à l'heure. Et elle veut approfondir encore la question du processus de recherche d'une place en garderie
en fait, qu'est-ce qui est recherché par les parents, quels besoins ils expriment, ainsi que l'aboutissement du processus. Qu'est-ce qui a été obtenu au bout du compte, c'est-à-dire la correspondance plus ou moins étroite en ce qui est recherché, ce qui est obtenu. Question des horaires, question de type de milieu, moment souhaité d'obtention d'une place, autant de variables qui devraient être traitées dans l'enquête actuellement en cours. Et donc, cette enquête de 2009 et l'enquête actuelle va aller dans ce sens-là, atteste clairement du caractère non monolithique des besoins qui est absolument indispensable de prendre en compte au-delà de une place égale répond aux besoins d'un parent. Alors, diapo suivante. Alors, l'autre élément sur lequel on manque cruellement de données, c'est la qualité des services. Nathalie Bigra en a parlé. La dernière enquête complète sur la qualité des services date de 2003, en 2021. Donc c'était donc Grandir en qualité, édition 2003. Il y a eu une tentative de la réitérer en 2014, mais il y a eu un trop faible taux de réponse, en particulier vraiment très très faible pour les garderies subventionnées et pour les autres subventionnées. En tout cas, bref, le faible taux de réponse fait en sorte que on ne pouvait pas comparer, on ne pouvait pas avoir un portrait d'ensemble et comparer avec 2003. Et contrairement à ce qui se passe avec l'accessibilité, au sujet de quoi il y a au moins une enquête en cours, à ma connaissance, à ce jour, sur la qualité des services, il n'y a aucune initiative en vue, il ne se passe rien. Et donc, résultat, on ne possède aucun portrait complet de la qualité du réseau de services de garde au Québec depuis près de 20 ans. C'est quand même assez hallucinant. Troisième, ça c'est la diapo suivante, voilà. Et donc le troisième thème sur lequel je pense que le ministère aurait bien besoin d'avoir des données et qu'il ne va pas récolter, au point que votre plateforme, là, ma place au travail, était obligée de faire le travail pour le ministère. Quoique ce n'était pas sur les conditions des garderies, là, mais bon, ça fait en sorte qu'on prend des initiatives bénévoles comme la vôtre. Donc, à mon avis, il faut absolument que le ministère génère des données sur les conditions qui permettent de recruter, de former, de conserver les éducatrices, comprendre pourquoi cette désaffection massive en milieu familial. Et il est primordial de documenter, de dresser un portrait de l'offre de place. Ce que Nathalie Bigra vient de présenter, c'est vraiment c'est primordial, hein, le niveau de bien-être des éducatrices comme un élément de qualité du service. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique particulière, pour reprendre les termes de Stella Guy ce matin, de faire grand-chose du côté des données. Alors, en conclusion, les pistes de réflexion, de revendication. Premier constat, c'est la diapo suivante, la dernière. Voilà. Donc, je réitère que ça prend des faits pour élaborer des politiques. La transparence est indispensable en régime démocratique. Il faut exiger du gouvernement une ouverture et une promotion de l'accès aux données. Valoriser la recherche et la mise sur pied d'enquêtes sur l'accessibilité et la qualité des services, ainsi que sur le vécu au travail des éducatrices, parce que ces données sont indispensables pour éclairer le gouvernement, non seulement le gouvernement, mais aussi documenter les revendications de mouvements citoyens tels que ma place au travail. Il faut que les débats et les revendications s'appuient sur des faits connus de tous, pas sur des anecdotes ou des opinions. Et là encore, pour terminer, on peut référer aux constats et aux recommandations de la vérificatrice générale, en particulier dans le cadre de son constat numéro 5, où il est dit que, je cite, « La planification du développement du réseau des services de garde ne s'appuie pas sur des données suffisamment précises et complètes. » Donc, même la vérificatrice trouve qu'on manque de données. Et je terminerai quelqu'un posait ce matin, je ne sais plus qui, posait la question de quelles sont les erreurs qu'on ne devrait pas répéter. Pour moi, l'erreur à ne pas répéter, l'erreur qui a été faite, c'est de négliger de documenter l'état de la situation de façon récurrente dans le temps, pas juste une fois tous les 20 ans,
Et c'est une erreur qu'on pourrait au moins ne pas répéter en étant un peu plus proactif sur la production de données sur l'état des services éducatifs à l'enfance. Voilà. C'est quand même assez intense comme information, dans le sens où je peux pas dire, vu ce qui se passe depuis la création du mouvement, je peux pas dire que je suis nécessairement tant surprise, mais j'en reste quand même choquée de savoir que ça fait aussi longtemps qu'il nous manque des données et qu'on sait qu'il nous manque des données et qu'il se passe quand même rien à ce niveau-là. Pas d'investissement. Je peux pas prétendre que je connais comment la machine fonctionne, mais clairement, il y a des investissements qui devraient être faits pour qu'on connaisse mieux le milieu et tout ça. Et c'est sûr que mes questions, je vais en avoir d'autres que je vais poser une fois la deuxième présentation faite. Là. Mais je vous remercie vraiment beaucoup pour nous avoir mis en lumière en fait ces informations-là. Je pense qu'on va tous se coucher plus intelligents ce soir. En tout cas pour ma part, de savoir là, ces éléments-là. C'est vraiment important. Donc, Myriam pourrait me corriger. Je vais en être à présenter notre deuxième panéliste. Donc, je vais suivre immédiatement. Donc, je vais juste revérifier mon information. Pardonnez-moi, je ne connais pas mes petits détails par cœur. Donc, est-ce que Anaïs Maillard est avec nous actuellement? Oui, je suis là. OK, parfait. Je ne vous voyais pas. Donc, bonjour. Donc, pour tout le monde, Madame Maillard est étudiante candidate au doctorat en communication avec concentration sur les études féministes. Ses recherches portent sur les usages féministes des technologies numériques et dans le cadre de sa thèse, elle s'intéresse plus spécifiquement aux usages des podcasts féministes. Donc, la présentation, ça va être la place des médias sociaux dans l'organisation des revendications féministes, comme il est indiqué. Donc, je te cède la parole. Exactement. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, ok, super. Future is female, yeah. Alors, bonjour à toutes et merci de me recevoir dans le cadre de cette journée d'études sur les services de garde éducatifs au Québec. Avant de commencer, je tiens à préciser que je n'ai pas d'enfant et donc je ne communiquerai pas aujourd'hui en tant que personne concernée. Toutefois, ça n'enlève rien à l'importance que je porte à ces enjeux. Je tiens toutefois à le préciser parce que je pense que d'autres personnes concernées sont bien plus à même d'évoquer les enjeux rencontrés par les parents avec les services de garde éducatifs au Québec que moi. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler plus généralement de mon domaine de recherche, qui est le croisement entre les technologies numériques et les revendications féministes. Et plus spécifiquement, je vais évoquer l'usage des médias sociaux pour la mise en visibilité des revendications féministes. Et je tiens à préciser que lorsque je parle de revendications féministes, il faut prendre le terme dans son sens large, c'est-à-dire entendre l'ensemble des luttes contre les différentes oppressions vécues par les personnes dans notre société occidentale contemporaine, que ce soit les enjeux liés aux identités de genre, à la couleur de peau, au handicap, à la classe sociale ou encore à la maternité, entre autres. Donc, j'ai organisé mon... Ah, je n'ai pas changé de... Excusez-moi. Okay. J'ai organisé ma présentation en 3 temps. D'abord, je vais évoquer l'importance de l'entre-soi pour la mise en place des revendications. Ensuite, je présenterai les mouvements sociaux qui se sont organisés grâce à l'usage des médias sociaux. Puis, je terminerai en évoquant la visibilité en tant que vecteur de changement social en prenant l'exemple du mouvement #MeToo. Donc, je ne vais pas parler nécessairement des services de garde parce que ce n'est vraiment pas mon domaine d'expertise et que je ne voulais pas m'avancer sur des sujets que je ne connaissais pas suffisamment. Mais vous allez constater qu'il y a vraiment un parallèle et un usage qui est intéressant à faire avec les médias sociaux en vue de ce qu'on connaît des mouvements sociaux jusqu'à présent. Alors, avant tout mouvement social ou revendications menées dans l'espace public médiatique, il y a un certain nombre de personnes qui se rendent compte que leur situation est problématique et qu'elles sont discriminées dans la société dans laquelle elles vivent. Alors, si on regarde un peu l'histoire des mouvements sociaux,
on constate que ceux-ci, avant d'être ce qu'on pourrait dire organisés, sont davantage des rassemblements de personnes concernées par des problématiques communes. C'est par exemple le cas des mouvements ouvriers où les personnes prolétaires, avant d'être organisées, se sont retrouvées entre elles pour comprendre et discuter des enjeux qu'elles rencontraient bien avant que le mouvement existe sous la forme que nous lui connaissons. Là où je veux en venir, c'est que les mouvements ne prennent pas de l'ampleur du jour au lendemain. Des personnes s'impliquent pour discuter du bien commun et c'est en ce sens que j'utilise le terme d'entre-soi. Aujourd'hui, les médias sociaux offrent cette possibilité de rassembler des personnes ayant des problématiques communes, des revendications communes. Généralement, ce que la littérature scientifique montre, c'est qu'à ce moment-là, quand on cherche à se rassembler, les personnes ne cherchent pas nécessairement de la visibilité. Au contraire, c'est un moment où les personnes se retrouvent entre elles. D'ailleurs, je pense que c'est un petit peu le cas de cette journée d'études aussi, de discuter des enjeux vécus par différentes personnes et d'envisager des possibilités, des façons de créer du changement social finalement. Donc, les médias sociaux, et notamment Facebook, offrent cette possibilité avec ce qui s'appelle donc des groupes. Il y en a un d'ailleurs avec Ma Place au Travail. Ces groupes sont plus ou moins publics en fonction des choix de modération des administrateurs et administratrices. Ici, j'ai mis des exemples, j'ai mis 6 groupes féministes, mais il en existe en fait énormément avec des positionnements très différents. Par exemple, donc, Les Copines, qui est un groupe féministe inclusif et pro-choix, le groupe Laïcité et Féminisme. Donc là, le nom est très évocateur. Un autre qui s'appelle Féminisme solidaire et en colère, qui est pour sa part un groupe non mixte, donc uniquement destiné aux personnes s'identifiant comme femmes. Donc l'intérêt de ces groupes est de se rejoindre entre personnes et de discuter de différents enjeux, généralement des enjeux problématiques dans la société ou encore sur des sujets controversés. En ce moment, par exemple, les débats qui font rage sur les groupes féministes, c'est beaucoup les sujets entourant la prostitution, afin de réfléchir aux meilleurs moyens en fait, d'éviter l'exploitation des personnes prostituées. Et donc, en fonction des opinions, certaines estiment que cela passe par l'abolition de la prostitution parce qu'elle ne pourrait être autre qu'une forme d'exploitation ou au contraire par la légalisation en favorisant le libre choix. En tout cas, ce n'est pas la question, mais tout ça pour dire que ce type de groupes sont pertinents en fait, pour se réunir et réfléchir ensemble avec des personnes qui sont intéressées par les problématiques au meilleur moyen en fait, d'envisager le changement social. De la même façon, d'ailleurs, il existe aussi des groupes de parents LGBTQIA+, qui cherchent des conseils pour la procréation, pour l'éducation de leurs enfants, pour leur reconnaissance, etc. Fait qu'il existe vraiment énormément de groupes qui sont vraiment très intéressants et pertinents en fait, pour se retrouver entre soi et qui permettent de créer du lien entre des personnes qui ne se seraient peut-être jamais rencontrées et ou qui se retrouvent parfois seules avec les enjeux qu'elles rencontrent. Donc, les médias sociaux permettent de rejoindre un public très large puisque les personnes aux problématiques communes n'ont pas besoin d'être physiquement proches pour discuter. Par ailleurs, les médias sociaux permettent d'organiser les revendications. Donc, c'est ce qui m'amène à ma seconde partie. Donc, les mouvements sociaux et les revendications plus récents, soit ceux ayant lieu depuis l'avènement des médias sociaux et plus spécifiquement depuis 2010, puisque c'est à peu près à ce moment-là que leurs usages se sont démocratisés. L'organisation des mouvements sociaux a changé, notamment avec l'usage de Facebook et de Twitter qui ont largement contribué à l'ampleur des mouvements de cette dernière décennie. Et donc dans cette partie, je vais vous parler de quelques mouvements qui ont été marqués justement par ces usages. Le premier mouvement social qui a vraiment marqué le début de l'usage des médias sociaux à des fins d'organisation et de contestation, c'est le Printemps arabe, qui a été un ensemble de contestations populaires d'ampleur dans les pays du monde arabe à partir des années 2010. Et dans le cadre de ce mouvement, l'usage des médias sociaux a été si important qu'il a été parfois requalifié de révolution Facebook, de révolution Twitter ou de révolution 2.0.
Et dans un contexte plus local, et qui a d'ailleurs été nommé ainsi en lien avec le printemps arabe, c'est le printemps érable, donc la grève étudiante de 2012. Le mouvement s'opposait à l'augmentation drastique des frais de scolarité au Québec. Et l'organisation de ce mouvement, en fait, a été largement permise par les médias sociaux. D'abord, les votes de grève, qui en plus d'être organisés en présentiel, étaient publicisés par le biais des médias sociaux, par les différentes associations étudiantes. Et ensuite, l'organisation des manifestations, des désobéissances civiles, de l'occupation, les piquets de grève, on pense aussi au concert de casseroles, ont été organisés par les médias sociaux et ont permis à des personnes de l'ensemble de la population québécoise, et pas seulement des étudiants et étudiantes, de connaître et de prendre part à l'organisation des actions. D'ailleurs, il existe un livre très intéressant sur ces événements et la place spécifique que les femmes ont prise dans cette lutte. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est en confinement à mon bureau à l'UQAM, mais il s'intitule « Les femmes changent la lutte au cœur du printemps québécois », qui a été rédigé sous la direction de Marie-Ève Surprenant et de Mylène Bigawet, et qui évoque que l'implication des femmes a largement été passé sous silence dans ce mouvement, comme d'ailleurs dans tous les autres. Mais là, ce livre s'attarde sur ce mouvement-là et montre l'importance en fait qu'ont joué les figures féminines. Je pense notamment à Jeanne Reynolds, à Camille Robert, etc., qui ont une place très très importante dans le cadre de ce mouvement. En tout cas, je ferme la parenthèse là-dessus. Deux autres mouvements ont largement fait usage des médias sociaux. Il s'agit des mouvements Occupy Wall Street en 2011, qui visaient à atteindre une démocratie réelle par l'action collective et la construction d'une forme d'intelligence collective. L'utilisation des médias sociaux a permis de répandre massivement et rapidement en fait, ce mouvement dans le monde entier et jusqu'à même organiser une journée planétaire des indignés qui a eu lieu le 15 octobre dans 90 pays du monde et dans 1051 villes. Donc on peut voir l'ampleur qui a permis de prendre en fait, les médias sociaux à ce mouvement. L'autre, c'est Nuit debout, qui a eu lieu en 2016 et qui est un ensemble de manifestations sur la place publique qui a eu lieu principalement en France et qui est un mouvement social pluriel cherchant à construire la convergence des luttes, en fait, et qui lui aussi a largement été organisé et fait venir du monde grâce aux médias sociaux. Je n'ai pas encore fait énormément de recherches sur le sujet et je ne sais pas à quel point ça a déjà été publié, mais j'imagine que d'ici peu, le mouvement Black Lives Matter va d'ailleurs aussi s'inscrire dans cette mouvance d'avoir énormément utilisé utiliser les médias sociaux pour s'organiser. Alors, je viens de parler de différents mouvements sociaux, dont le point commun est l'usage d'Internet et des médias sociaux dans leur organisation. Mais avant d'en arriver à être un mouvement social et avant que les revendications soient médiatisées ou plus précisément relayées par les grands médias ou médias traditionnels, il faut que les organisations parviennent à obtenir de la visibilité. Ce que nous dit la littérature scientifique sur la visibilité, c'est que les personnes rendues visibles dans les médias traditionnels détiennent une position de pouvoir, puisque la couverture médiatique et la visibilité qui en découle sont des facteurs de pouvoir symboliques pour les personnes qui s'y exposent, puisqu'elles permettent d'évoquer les sujets qui leur importent. Toutefois, étant donné que la visibilité médiatique n'est pas offerte équitablement à tous les groupes sociaux, les discours et les revendications des personnes qui n'y sont pas, ou que très peu, ou rarement en tout cas représentées, sont inlassablement occultées. Et donc, c'est particulièrement le cas des femmes, des mères, des personnes racisées, des personnes en situation de handicap, etc. Et pire encore, si les personnes s'inscrivent à l'intersection de ces différents systèmes d'oppression. Et en fait, à défaut d'être présenté dans les médias traditionnels, l'avènement des médias sociaux a permis aux usagères et usagers des médias sociaux, donc de traverser les frontières médiatiques et de participer à la production de contenu qui les concerne et d'entretenir des discussions et d'organiser le changement social. Le mouvement qui est intéressant à ce titre, c'est le mouvement MeToo,
qui n'est pas un mouvement social qui a été organisé au même titre que les autres, simplement parce qu'il a été plus spontané. Vous le savez, le mouvement MeToo a été lancé aux États-Unis début octobre 2017, suite, entre autres, à la révélation des accusations portées à l'encontre de Weinstein. Mais en fait, la veille, la journaliste française Sandra Müller avait déjà appelé les femmes à partager leurs agressions avec le mot-clic « balance ton porc ». Et c'est seulement le lendemain que l'actrice Alyssa Milano a invité les personnes à participer avec le mot-clic #MeToo, emprunté à l'afro-américaine Tarana Burke, de participer à ce mouvement en fait, de dénonciation. Et ce mouvement a proliféré très rapidement grâce aux plateformes sociales sur lesquelles il a été lancé. Toutefois, comme on peut voir avec la frise chronologique que j'ai indiquée ici, en fait, il y avait eu beaucoup d'antécédents à ce mouvement. Différentes vagues de dénonciation avaient eu lieu depuis 2012, et même avant, en dehors des médias sociaux, mais avec les hashtags I did not report, donc je n'ai pas porté plainte, agression non dénoncée, hashtag not OK, le hashtag stop culture du viol, etc. Et toutefois, malgré tous ces moments différents, c'est vraiment seulement en 2017 que le mouvement a pris de l'ampleur dans la forme qu'on lui connaît. Et puisque en fait, les femmes ont témoigné par millions sur les réseaux sociaux et en quelques jours seulement, le mot-clic a été utilisé plus de 2 millions de fois sur Twitter, et ce, dans 85 pays. Tout ça pour dire que c'est important de continuer les revendications, parce que même si parfois on a l'impression que c'est long, c'est avec le temps aussi qu'on parvient à s'organiser et de plus en plus à faire entendre les revendications qui sont importantes pour avoir une société plus juste et plus égalitaire. Donc ce mouvement, comme les autres, ont ainsi été relayés plus largement par les médias sociaux, par les médias traditionnels, après avoir été rendus visibles sur les plateformes sociales. Et en fait, ce que ça a permis, et ce que ça permet pour les autres mouvements sociaux aussi, en fait, ça force les gouvernements à se positionner et à prendre des actions quant au vécu rencontré par bien des personnes dans la société. Et là, je sous-entends les femmes, puisque c'est elles qui sont majoritairement concernées par ce sujet. Donc, ce mouvement a contribué au changement social, et notamment au Québec. J'ai décidé de concentrer les changements sociaux que je voulais aborder au Québec, puisque c'est ce qui nous concerne. Donc, c'est ça, le mouvement a permis une certaine modification des lois et une sévérité plus importante des sentences. Bon, parfois, on sait que certains s'en sont sortis avec brio, mais en l'occurrence, ça a permis quand même de faire allonger le délai de prescription et d'obtenir les mêmes droits aux Québécois que dans les autres provinces canadiennes, où le délai est passé qui était passé en fait depuis 2013 de 3 à 30 ans. Ensuite, entre 2012 et 2016, c'est 3 cas de pédophilie issus de l'Église catholique qui sont jugés, et les peines encourues ont été de 4 à 6 ans de prison. Alors en effet, ça ne paraît pas sévère, mais toutefois par rapport aux sentences qui avaient été reçues jusqu'à présent, on voit quand même que les peines s'alourdissent avec l'augmentation des dénonciations. Et enfin, en juin 2015, une politique contre le harcèlement sexuel a été présentée à l'Assemblée nationale, et l'un des objectifs de cette politique est de permettre aux victimes de recevoir des services de soutien ou de déposer plainte dans un contexte sécuritaire. L'autre objectif est de montrer clairement le caractère inacceptable des inconduites sexuelles. Alors, ça nous montre que les mouvements sociaux et les revendications portées grâce aux médias sociaux peuvent permettre un changement social important et nécessaire pour notre société. Alors, j'aimerais conclure
en disant que je crois qu'il est important de se regrouper avec les personnes qui vivent des situations similaires aux nôtres, de discuter, de s'organiser pour changer les impacts négatifs que peut avoir notre système sociétal sur nos vies. Et pour ce faire, entre autres, d'utiliser les médias sociaux aussi pour discuter entre personnes concernées, mais aussi pour se rendre visible et rendre visibles nos luttes dans un objectif de changement social. Voilà ce qui conclut ma présentation. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à vous, en fait, pour l'excellente présentation qui ramène, ma foi, des espèces de flashbacks, faute de meilleurs termes, un peu traumatisants, des lectures, des témoignages qui se sont faits avec ce mouvement-là. Et merci aussi pour l'information. Je ne savais pas que ça venait de France à la base, le mouvement, ce qui m'étonne, en fait, que je ne savais pas, ma famille ne savait pas non plus, parce que, mis à part mes parents, toute ma famille est en France, donc j'aurais cru pouvoir avoir l'information au préalable, mais malheureusement, non. Mais bon, je la sais maintenant, donc c'est un pas dans la bonne direction. Ça m'amène tout de suite, ça m'amène tout de suite à vous poser en fait quelques questions, vu que la présentation est très fraîche dans la mémoire. En fait, c'est sûr que là, vous mentionnez que la visibilité est quelque chose qui nous donne un pouvoir et c'est vraiment quelque chose qu'on a pu voir, selon moi, avec le mouvement de Myriam qui a créé ça dans son ballon en pantoufle et maintenant, ben, ça grossit, ça grossit. Est-ce que nous, avec le mouvement, en fait, le mouvement MeToo qui était surtout en ligne, et puis par la suite, il y a eu des recours judiciaires, mais là, ça a eu un gros impact par la suite sur la sphère publique. Mais c'est aussi beaucoup parce qu'il y avait des témoignages assez, comme j'ai dit, traumatisants, choquants, des histoires horribles. Est-ce qu'il faut nous aussi que ça se rende au stade des témoignages horribles pour qu'on se fasse entendre, selon vous? Écoute, il n'y a pas de bonne solution. Moi, je pense qu'à partir du moment où ce sont des réalités qui sont vécues, en fait, il faut les faire entendre parce que les personnes qui ne sont pas concernées, encore une fois, par ces enjeux, parfois ne se rendent pas nécessairement compte. C'est d'ailleurs mon cas. Hein. J'ai entendu plein de choses que j'ai trouvées très, très aberrantes aujourd'hui et que j'avais entendu à certains égards, mais pas de l'ampleur de ce qui a été présenté aujourd'hui. Donc, ça peut être une stratégie, en effet, de montrer les réalités, en effet, en exposant les vécus qui sont parfois pas beaux à entendre, en effet. Et c'est ça. Alors là, après, c'est un choix stratégique à faire, mais je pense que ça fait pas de mal d'en parler, ouais. C'est sûr que ça va être, d'après moi, quelque chose une étape qui va devoir être franchie, mais qui l'est de plus en plus au sein du groupe. On se parle entre nous, on se compte nos histoires, puis on se sent déjà supporté. Mais je pense qu'il va falloir, je ne dis pas comme admettre une défaite, mais dans le sens où souvent, je crois que les filles du MeToo ne voulaient pas aller de l'avant avec leur histoire parce que justement, elles ne voulaient pas que ça se sache. Mais là, maintenant, ben, je pense que c'est quelque chose aussi qui va devoir être fait là, pour qu'on se fasse entendre éventuellement. Et c'est aussi une ça m'amène. réalité, en fait, ouais. Une réalité commune. Une réalité commune ça nous unit. Malheureusement, on voudrait être unis par d'autres choses que ça, mais le fait que ce soit un mouvement social, même si Myriam est à Cacouna, mais elle est à Sept-Îles, je suis à Québec, on peut quand même être solidaires ensemble et s'unir malgré la distance. Justement, comment on sait à quel point il faut allier la mobilisation qui est en ligne à une mobilisation en fait hors ligne, justement? Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que tu veux dire que c'est important d'avoir les deux? Ben, c'est sûr que moi, mon point de vue, c'est d'avoir Myriam pourrait peut-être me clarifier un petit peu, parce que c'est une question qui nous a été posée par des participants. Okay. Mais moi, ma compréhension, c'est que c'est sûr que là, le mouvement est beaucoup en ligne parce que justement, ben, par le fait, je pense aussi, la pandémie, le fait de la nature du congé de maternité, qu'on est, je dirais pas coincé à la maison, mais oui, majoritairement, on est à la maison, on s'occupe du bébé, on s'occupe de nos familles et tout ça. Mais quand est-ce qu'il faut, en fait, franchir cette ligne-là d'être juste en ligne, avoir une visibilité
en ligne à quelque chose qui est plus peut-être dans les médias standards ou physiques, ou un peu comme je dirais notre sit-in qu'on a fait, oui, ça a débuté en ligne, mais après, on avait du monde sur place. Quoi. Ouais, bah, je pense que l'importance, en fait, c'est pas forcément de se réunir physiquement, dans le sens où, tu sais, comme tu le dis, généralement, avec des enfants en bas âge, en l'occurrence, c'est pas forcément facile pour tout le monde, avec la distance physique, etc. Je pense que l'importance, c'est pas nécessairement ça. L'important, c'est vraiment de tenter de rejoindre, en effet, des plus grands médias, en montrant que justement, beaucoup de personnes sont investies et sont concernées par ces enjeux-là et qu'il y a un réel problème. Et je trouve que la journée d'aujourd'hui l'a très bien démontré avec des études, avec des personnes qui témoignent, etc. Il y a un réel problème qui est rencontré dans la société et que ça demande un changement à des fins d'une société plus juste, plus égalitaire et en fait qui sera juste mieux pour tout le monde parce que ce n'est pas juste un problème de femmes, de mères, c'est un problème sociétal en fait. Donc, je pense que ce serait plus d'aller interpeller les médias, ça pourrait être par des communiqués pour commencer. Les hashtags parfois sont de bonne façon aussi. Alors là, on rentre plus dans le côté stratégique de la chose, mais c'est hyper intéressant aussi là. C'est ça, d'interpeller les grands publics, les politiciens, les politiciennes afin qu'elles se positionnent sur ces sujets-là. Donc, définitivement, je pense que les propos que vous venez d'aborder puis les réponses à mes questions, en fait, font en sorte que, en fait, ça me porte à croire qu'on est vraiment dans la bonne direction là, avec notre mouvement puis les différentes étapes qui ont été entreprises. Mes prochaines questions vont être pour Mme Kempenes, mais je veux quand même vous dire merci encore pour la présentation. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte avec le mouvement que j'étais peut-être beaucoup plus féministe que je le pensais. On va continuer comme ça. C'est une bonne éducation. Il y a beaucoup d'hommes qui se rendent compte aussi qu'ils sont plus féministes qu'ils pensaient. Hein? Puis l'éducation féministe pour mon garçon, là, ça c'est déjà commencé. Mais non, c'est de dire aussi qu'il y a beaucoup de pères en ce moment qui travaillent 2-3 jobs et qui ne voient pas leurs enfants à cause de ça. Ça crée beaucoup de problèmes dans le couple. Donc, il n'y a personne qui s'épanouit dans une société qui n'est pas égalitaire, en fait. Là. Puis l'Islande en est un bon exemple. Là. Il est d'accord. Il découvre la puissance de sa voix, comme sa mère. Oui. Mais merci d'avoir été là. Puis je pense qu'il y aura une belle étude de cas à faire avec notre mouvement aussi, éventuellement. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Donc, pour mes deux prochaines questions que j'ai actuellement vont s'adresser à Mme Kempenes. Donc, si je peux vous voir, si vous prenez la parole, ça va être plus facile de vous adresser mes questions là, dans le contexte de Zoom. Donc, êtes-vous là? Ouais, je suis là. Quand je vois pas, c'est un peu plus difficile. Je vois juste Jules qui bouge sur l'écran, donc vu que c'est le dernier, on va faire du bruit. Donc, comme tout à l'heure, merci pour la présentation. Une question qui s'est révélée un peu assez flagrante dès le début, c'est qu'est-ce qui limite le gouvernement à collecter des données quand on sait que ça fait aussi longtemps qu'il en manque? Mais là, j'avoue, je ne suis pas dans les secrets du ministère. Je pense qu'il y a une inertie. Il y a toujours la question des coûts. Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'investir dans la recherche? Ça coûte cher. Alors, la réponse la plus naïve, peut-être, ça coûte cher. La réponse plus paranoïaque, là, c'est bon, ils n'ont pas intérêt à avoir trop de données, comme ça ils font ce qu'ils veulent. Moi, disons que jusqu'à preuve du contraire, j'opte plutôt pour le refus de trop investir dans la recherche. L'inertie, on laisse aller. Les libéraux ont décidé, on laisse aller l'offre, la demande, ça va s'ajuster, on n'a pas besoin de trop connaître le détail. Mais donc, je ne sais pas, mais en tout cas,
peu importe les raisons, ce qu'il faut, c'est vraiment revendiquer des portraits réguliers de la situation, à la fois sur l'accessibilité, à la fois sur la qualité. Je veux dire, on peut pas faire une politique en l'absence de ça. Sinon, on revient à l'obscurantisme qu'on dénonçait à l'époque de Stephen Harper en 2011. Donc, ce serait d'aller chercher plus de données, non seulement sur les services de garde eux-mêmes, la qualité, Sur les besoins des parents, ça c'est en train d'être en train, on va voir. Et puis sur la qualité, et là pour le coup sur la qualité, il y a zéro en marche là. Non, parce que c'est que ma compréhension tout à l'heure après votre présentation était que les données qu'on a actuellement sont. Moi, j'utilisais le terme faux sur mes notes personnellement parce que je me dis clairement c'est faussé. S'ils disent ah ben le problème est réglé parce que mon point de vue personnel en tant que maman, c'est plus que si je trouve une place, mais en ce moment, j'ai pas le luxe de me dire ah ben je vais aller regarder ailleurs, voir si j'ai un meilleur match. Non, si j'ai une place, tu sautes dessus et peu importe si c'est milieu, que ce soit milieu familial ou CPS, si tu as une place, tu la prends, tu n'as pas le luxe d'avoir l'option. Tandis que je parlais. C'est ça vraiment la logique comptable. Une place, c'est censé répondre aux besoins. On ne s'occupe pas du profil du parent, ses horaires de travail atypiques, etc. On s'occupe, et puis les besoins, ils évoluent au fur et à mesure que l'enfant grandit entre 0 et 5 ans. Peut-être qu'à 0, on va davantage privilégier un tel type de garde, et puis que plus près de 4 ans, un autre type. Donc, il y a un tas de paramètres là qui font que c'est bien plus nuancé que juste une place égale répond aux besoins des parents, point barre. Là. Et en plus, j'ai découvert, c'est là que j'ai découvert que visiblement, c'est inscrit dans la loi là, des services de garde, je ne sais pas quoi, là, que le droit au choix des parents est inscrit dans la loi. Donc, c'est sans compter qu'on ne répond même pas on est illégal en plus en ne laissant pas le choix aux parents. Ah oui. Ça serait intéressant de le souligner parce qu'on a une équipe légale là, qui travaille avec nous. Mais ouais, si vous voulez nous envoyer ça, parce que la notion de choix est vraiment importante, puis on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui. Mais tu sais, c'est tellement une décision importante et cruciale pour un parent à qui on confie notre enfant. Puis actuellement, on n'a vraiment pas de choix. Là, en fait, là, on a. Mon Dieu, les bien d'accord. Dans le rapport de la vérificatrice générale, alors, ce n'est pas les termes de la loi, mais ça dit clairement à la page 26 du rapport, la loi sur les services de garde éducatifs vise alors c'est l'égalité des chances, mais aussi à favoriser le développement harmonieux et en facilitant la conciliation, ainsi que leur droit de choisir le prestataire de service de garde. J'imagine que la vérificatrice générale, elle sait de quoi elle parle. Ouais. Je me trouve limite insultante de rire quand vous me donnez cette information-là, parce qu'en ce moment, on n'a juste pas de choix. On n'a pas de choix, point. C'est dangereux de pas avoir de choix. C'est ça. Et puis bon, quand on voit les statistiques de 2009, où on voit que 47% des enfants sont dans une place qui ne répond pas aux choix, aux besoins des parents qui sont là et que les parents attendent, voudraient autre chose. Et que du coup, notre ministre actuel, il les enlève de la statistique du décompte du manque de place. Il ramène de 86 000 à 51 000. Alors, ça pose question quand même tout ça. Hein? Ah mon Dieu, moi, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas nécessairement surprise des informations que j'apprends aujourd'hui, mais j'en suis quand même choquée parce que je trouve que ça n'a aucun bon sens qu'on soit comme laissé comme ça, qu'ils se disent ah ben non, lui, il a eu son ticket, c'est réglé. Ouais, mais il n'a pas eu ce qu'il voulait. Mais le ministre l'a dit en toutes lettres, hein, quand on regarde l'article dans la presse, là, il répond. Quand on lui pose la question, comment se fait-il que sur la capture d'écran, là, on trouve qu'il y a 86 948 enfants, il répond, il explique que la donnée brute, je lis, fait l'objet d'un traitement pour en extraire une donnée fiable, et l'idée est de retirer, par exemple, le nom d'un enfant qui occupe déjà une place dans un service de garde, mais pour lequel le parent souhaite un autre type de service. On l'enlève carrément la statistique d'un parent qui est en demande. Je veux juste mentionner que dans une entrevue à Dutrisac, quelques semaines auparavant, avant d'avoir le chiffre, le ministre disait que la moitié du 51 000, c'était des crevettes, donc des embryons qui n'étaient pas encore nés.
Puis là, quand le chiffre sort, il dit « Ah, ben non, c'est parce qu'on a enlevé les crevettes. » Mais oui. avant, il disait que dans le 51 000, il y avait Il y des avait embryons. Ben non, là, dans 51 000, visiblement, il n'y a pas de crevettes, d'après ce qu'il dit là. C'est sûr qu'on ne peut pas s'y retrouver, là. Puis peut-être, pour ajouter à ce qui est en train de devenir une discussion, il y a quelqu'un qui s'appelle, oups, là, j'ai perdu son nom, mais Elissa, je crois. Non, Joël Eriassa, qui nous a envoyé le texte de loi. Puis là, dans le chapitre 1, section 1, premier article, il y a... dans la description de la loi, ça dit « La loi a également pour objet de favoriser le développement harmonieux de l'offre de services de garde en tenant compte des besoins des parents, notamment en facilitant la conciliation de leurs responsabilités parentales et professionnelles, ainsi que leur droit de choisir le prestataire de services. » Donc, c'est le premier article de la loi sur les services de garde. Et puis lui, il les enlève la statistique. Ben, c'est ça. Que ça aurait été des crevettes ou pas dans les données, pour être en ce moment dans la fin de mon congé de maternité et en être à plusieurs crises d'anxiété par semaine parce que je n'ai pas de solution encore actuellement, j'aimerais, à ma prochaine grossesse, même si je suis à 6 mois ou 7 mois de grossesse, déjà être capable d'avoir presque sécurisé mon milieu de garde pour pouvoir justement passer le prochain congé de maternité saine. C'est crevette ou pas, là. Mais bon. Peut-être qu'ils prennent les demandes, mais ils ne les comptabilisent pas dans les placements quand même. Et après, je ne veux pas débuter un autre débat non plus, mais après, il y a la question de date de naissance potentielle versus date d'inscription. On dirait que c'est jamais clair quelle date est considérée versus laquelle ne l'est pas. Oui, puis actuellement, dans le 51 000, ils ne comptent pas les enfants qui vont avoir besoin d'une place en juin. Ouais, voilà, c'est ça. Là aussi, oui. Ouais. Donc, dans 2 semaines. Même pas. C'est correct. Non, ça ne l'est pas, mais c'est une bataille pour un autre moment. Mais une question en fait que je voulais poser qui est assez importante quand même, c'est est-ce qu'on connaît actuellement la situation des mères solo-parentales? Est-ce que le gouvernement, en fait, il s'intéresse aux situations vécues par différents parents et les collectes de données qui sont liées à ça? Sur les familles monoparentales? Les mères solo-parentales. Solo-parentales. Ben non, pas plus de données là-dessus que sur... si on n'a pas le portrait, on n'a pas plus sur elle que sur... non. On n'a pas un très à beau ma portrait. À ma connaissance, il n'y a pas d'enquête particulière sur... Donc, c'est quand même, pour l'instant, à moins que Myriam ait d'autres questions, je vais juste vérifier. Oui, non, je pense que c'était le tour des questions. Moi, il ne faut pas que je débute un autre débat. Donc Mais je pense qu'on peut peut-être procéder au mot de fermeture. Je ne sais pas si Myriam, tu voulais y aller. Moi, je peux commencer par premièrement dire un énorme merci d'abord aux animatrices, à ces mères qui ont décidé de prendre la parole aujourd'hui. Que c'est pas ça leur job, qu'ils sont pas nécessairement habitués. Vous avez vraiment fait preuve de courage et vous avez été tellement bonne, bravo. Bravo! Tout était super clair. Je pense que toutes les présentations à la base étaient extrêmement claires. Un gros merci aussi aux conférencières, conférenciers. Vous avez su, je pense, partager la connaissance d'une manière vraiment claire, limpide, accessible pour les personnes qui étaient là. Je pense qu'on le voyait assez bien au nombre de commentaires que ça suscitait tout au long de la journée. Donc, je pense que de ce côté-là, j'ai l'impression qu'on peut dire mission accomplie. Puis, vous m'écrirez, le public m'écrira si il s'est senti mis de côté. Vous me le direz. Ça veut dire que j'ai des choses à améliorer dans ma compréhension de c'est quoi l'accessibilité. C'est toujours important. Mais donc, merci vraiment d'avoir participé. Je sais c'est quoi d'accepter de participer comme ça à une journée qu'on a prédéterminé la date sans vous consulter préalablement. Que vous avez en plus participé à l'ensemble de la journée. Ça fait en sorte que les présentations non seulement étaient vraiment intéressantes, mais n'étaient pas répétitives. Il y avait une belle interaction. Pour vrai, j'aurais eu de la misère à imaginer mieux.
Je veux vraiment sincèrement vous remercier. Là. Ça n'aurait pas été possible sans votre enthousiasme à participer puis à juste dire oui, peu importe les conditions qui vous étaient imposées, ce qui est assez incroyable. Donc, merci pour votre souplesse. Myriam, est-ce que je peux dire un mot? Oui, allez-y. Oui, moi, j'ai commencé ce matin de bonne heure. J'ai suivi toute la journée religieusement. Puis ça m'a fait penser qu'il y a des choses incroyables qui se sont faites. On a presque 200 ans d'histoire, en fait. Et il y a une chose, je me souviens, en 1995, quand j'ai travaillé avec Claudette Pétrobin et Mme Marois sur les centres intégrés à la petite enfance, d'où un rêve de création des centres de la petite enfance. Alors, je veux juste rappeler que quand on a un rêve, on va jusqu'au bout. On s'est battu, j'ai été de toutes les luttes depuis plus de 30 ans et je sais qu'on peut gagner. Alors là, le prochain défi qu'on a, c'est de dire à notre premier ministre, François Legault, qui connaît ma passion d'ailleurs, que l'argent qui a été donné par le fédéral appartient au service de garde à l'enfance. Ça leur revient pour faire tout ce qu'on a dit aujourd'hui, améliorer la qualité des services, développer des places, rehausser les salaires des éducatrices. Alors, j'ai confiance qu'on va y arriver. On est tous ensemble. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup pour tout. Merci. Est-ce que c'est à mon tour? Je n'entends plus. Ah, est-ce qu'on entend? Ah oui. OK. Oui, bon, mais je voulais juste dire que c'était incroyable d'avoir pu rassembler ensemble autant de personnes qui a été aussi importante comme au niveau du développement, puis au niveau de la recherche, c'est incroyable qu'on ait justement un réseau de chercheurs qui soit dédié. Là, on se rappelle, là, les chercheurs, ils peuvent chercher sur qu'est-ce qu'ils veulent, puis d'avoir des données, de l'information. Ça aide à organiser, ça aide à savoir vers où il faut s'enligner, puis ça aide à être vraiment sérieux, puis à être capable d'avoir des demandes extrêmement précises. Puis ce travail-là qui est fait au sein tant des organismes communautaires qu'au sein des universités, moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, je sens qu'il est primordial puis qu'il reste juste à le diffuser finalement parce que le travail il est fait. Donc, Myriam, je te laisse le mot de la fin. Aïe, aïe. Mais comment résumer une telle journée? Comment tu sais, je me sentais, moi, ce mouvement-là, il est parti d'un cri du cœur, là. Je me sentais vraiment toute seule. Je me suis sentie angoissée toute ma grossesse. Je me sentais toute seule à l'idée de ne pas pouvoir terminer mes études, à ne pas pouvoir compléter mon rêve professionnel. Je me sentais vraiment dépourvue de moyens et de solutions. Et pourtant, je suis une fille qui est proactive et qui cherche les solutions. Créer un hashtag, le lancer en l'air, puis se rendre compte qu'on est 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 50 000, peut-être 100 000 parents dans la même situation. Ça fait en sorte que depuis 2 mois, je ne me sens plus seule. Je me sens beaucoup plus forte, beaucoup plus outillée, beaucoup mieux armée pour nommer les choses, pour demander les choses, pour exiger les choses aussi. Et puis, je me sentais pas seule parce qu'on est une grande famille maintenant de parents, de femmes et d'hommes aussi, des papas qui s'impliquent. Donc, je me sentais avec ces gens-là. Mais aujourd'hui, je me sens aussi connectée vraiment aux autres générations. Je me sens connectée à notre passé, aux femmes qui ont milité avant nous. Puis ça donne une grande force de sentir qu'on est non seulement pas seul dans le temps, mais qu'on vient de quelque part, puis qu'il y a des femmes qui ont porté le combat, puis qu'elles sont encore là pour nous appuyer, pour nous aider dans cette lutte-là. Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment puissant, puis ça nous donne un second souffle. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, moi, je me faisais écrire beaucoup, beaucoup de messages de femmes du mouvement qui leur disaient à quel point ça leur donnait une force supplémentaire pour lutter, pour continuer dans ce mouvement-là. Donc, je vous dis un grand merci. Puis, tu sais, la communauté des chercheurs, c'est aussi une communauté à laquelle je fais maintenant partie, où, tu sais, je vais bientôt déposer ma thèse si je peux obtenir une place en garderie. Je vais terminer mes études, puis de sentir cette famille-là de chercheurs, de Québécois intellectuellement brillants puis engagés, c'est vraiment motivant pour
une jeune femme comme moi qui commence dans ce milieu-là, puis je vous dis merci, vous ouvrez des portes, vous ouvrez des possibilités. Des fois, la recherche, ça a l'air super loin, ça a l'air inaccessible, puis vous prouvez le contraire. Puis c'est vraiment, je sais, une des motivations premières du chercheur, c'est de faire une différence dans la société, puis vous prouver que vous faites ça pour les bonnes raisons, puis que vous êtes tellement utile en étant avec nous aujourd'hui. C'est tellement un message puissant. Puis je vous remercie de votre taux de réponse exceptionnel dans un si court laps de temps. Nous, on avait un rêve avec cette journée-là, on a rêvé grand. Je pense qu'on prouve qu'en rêvant grand, on peut réussir des choses exceptionnelles qui ne se font pas normalement si on rêve trop petit. Donc, je pense que depuis le début de ce mouvement-là, on rêve, puis on rêve pour nos enfants. On veut un Québec plus inclusif, on veut un Québec diversifié dans son économie, on veut un Québec vert, on veut une planète qui va bien aussi, où tout le monde peut s'épanouir. Puis ce rêve-là, il est porté par moi, il va être porté par mon fils, puis je vais tout faire en tant que maman. Puis je sais que les gens qui ne sont pas des parents ont aussi des enfants à cœur. Donc, ça rejoint tout le monde, puis ça rejoint des convictions profondes d'égalité des sexes, mais d'égalité des chances aussi pour tous les enfants et tous les parents, dont les femmes immigrantes, les enfants immigrants. Donc, tout le monde avait sa place aujourd'hui pour discuter. Tout le monde continue d'avoir sa place dans ma place au travail. C'est un mouvement qui rejoint. Donc, n'importe quoi, vous avez une idée de recherche, de projet. Nous, on est vraiment collaboratifs. C'est très horizontal comme structure. Donc, on va être en voie de devenir un organisme à but non lucratif aussi. On va chercher des partenariats. On va vouloir continuer à faire une différence. On m'appelle souvent la maman ours. On est une armée de mamans et de papas ours, mais aussi de citoyens bienveillants et proactifs dans cette question-là. Donc, merci à tout le monde. Je peux dire que je vous aime, que j'ai vraiment beaucoup d'amour pour tous ceux qui ont parlé aujourd'hui. Puis je me sens, après cette année de pandémie, avec une grossesse en solitaire aussi, avec un bébé qui n'a presque pas été vu par sa famille, d'avoir tout ce support-là de ce village de chercheurs et de citoyens concernés. C'est vraiment une grosse dose d'amour pour les familles du Québec, ce que vous nous offrez aujourd'hui, puis je vous renvoie cet amour. Donc, on a besoin de beau, on a besoin de bon, puis on a besoin d'enfants qui vont bien et de familles qui vont bien. J'espère que le message se rendra à notre premier ministre. J'attends toujours son appel. Puis, il ne faut pas être gêné de demander, d'élever la voix, d'appeler. C'est vraiment un message qu'on envoie aux femmes aussi dans le mouvement. Il y a des femmes qui nous ont écrit qu'elles n'avaient jamais pensé à faire de la politique, qui vont se présenter aux élections municipales qui s'en viennent. Il y a des femmes qui appellent leurs députés, qui écrivent, qui pleurent, qui crient, mais qui s'expriment, puis de toutes les manières. Puis c'est correct de vivre toutes ces émotions-là. On les a senties aujourd'hui dans les échanges. Les émotions, elles sont réelles, elles sont vraies, elles font partie de l'expérience terrain, puis elles doivent servir à nourrir la recherche aussi. Donc, merci à toutes ceux et celles qui ont participé à cette journée et un grand chapeau à Myriam Moore, Lavoie-Moore, qui est une amie, une hockeyeuse hors pair, mais aussi une tête et un cœur d'or. Donc, bravo.